Bonjour, je suis Justine Magot et je vous accueille sur le podcast Persévérer pour mieux rêver. Mes invités ont une passion, un rêve qu'ils ont choisi de transformer en carrière. Ils vous parleront de leur parcours, des obstacles qu'ils ont rencontrés, mais surtout de l'importance de ne jamais abandonner ses objectifs. J'espère, à travers ce podcast, vous permettre de trouver la force et la motivation de suivre vos rêves. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Mathis, bienvenue dans le podcast. Bonjour, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Je te laisse te présenter à nos auditeurs, te présenter toi et tes différentes activités artistiques et professionnelles. Ok, alors du coup, bonjour, je m'appelle Mathis Druel. Je suis actuellement étudiant en deuxième année de master à Sciences Po pour travailler en tant que producteur après ce master, mais à côté de ça, je suis également réalisateur, scénariste et puis acteur. Donc je fais de la scène, j'écris des histoires pour l'écran, pour la scène, et puis du coup je réalise des courts-métrages à côté. Très bien. Est-ce que tu veux développer un petit peu plus quand est-ce que le théâtre est arrivé dans ta vie et tes premières scènes, tes différentes activités depuis ton enfance, un peu la chronologie de ta vie artistique? Alors j'ai commencé le théâtre depuis très jeune. Quand j'étais en primaire, en fait, j'ai commencé des cours de théâtre. Et puis j'en ai fait pendant 7-8 ans, quelque chose comme ça, et j'ai un peu arrêté quand je suis arrivé vers le lycée, vers les études sup, où le moment où je me suis assagi, entre guillemets, où j'allais faire quelque chose de beaucoup plus professionnel, partir sur des études Sciences Po. J'ai intégré Sciences Po Grenoble et j'étais beaucoup moins dans l'optique de faire du théâtre. Je pensais vouloir faire un métier très, très Sciences Po compatible, donc c'est des choses qui me traversaient moins la tête. Et puis, vers le milieu de ma scolarité à Sciences Po Grenoble, je me suis rendu compte que je voulais pas du tout faire un métier type Sciences Po, même s'il y a énormément de métiers qu'on peut faire après ces études. Il y a rien de tout ça qui m'enthousiasmait énormément. J'aimais bien les cours que j'avais, mais c'était pas moi, quoi. Et je me suis remis en fait à faire de la scène, du coup, notamment avec des concours d'éloquence, qui est cette chose qu'on retrouve beaucoup à la base dans les grandes écoles et qui maintenant se démocratise de plus en plus avec notamment les programmes Eloquentia, avec le film à voix haute qui est sorti, qui a aidé à développer ça énormément. Et en fait, je me suis mis à faire des concours d'éloquence, d'abord face à des petits groupes dans une classe où on parlait 4 minutes devant 10 personnes et on était content. Et puis après, on faisait ça dans des bars. Et puis progressivement, ça a augmenté en termes d'ampleur. Et donc, ça m'a permis de me rendre compte que j'adorais écrire et j'adorais la scène. Et ça combinait ces deux choses-là. Je faisais pas trop des concours d'éloquence par envie de faire des grandes démonstrations, etc. Moi, ce qui m'éclatait le plus, c'était vraiment juste écrire, raconter ma vie et être sur scène. Et donc, j'ai repris la scène avec ça, du coup, vers le milieu de ma scolarité à Sciences Po. Et petit à petit, parce que les concours d'éloquence, ça a marché, je me suis remis à faire du théâtre à côté. Et puis, je me suis remis à écrire pour d'autres formats. Et avec notamment le Covid, je me suis mis à écrire, en plus d'écrire pour le théâtre, je me suis mis à écrire pour l'écran, donc en écrivant des courts-métrages, et également en écrivant des séries dans les différents projets que j'ai menés derrière. Très bien, et on parlera peut-être plus en détail des différents projets après. Tu as commencé le théâtre très jeune. Est-ce que est-ce que tu t'es identifié à quelqu'un à ce moment-là? Peut-être est-ce que dans ta famille, t'es dans une famille d'artistes, ou tu t'es identifié à un artiste pour avoir envie de commencer si jeune? Comment ça t'est venu? En vrai, pas du tout. J'étais dans une famille où juste, en fait, j'avais des parents qui voulaient juste que quoi qu'il arrive, j'ai une activité, que je fasse du sport tout le temps, notamment parce que j'étais un gamin qui était soit extrêmement calme, qui juste passait des après-midi entières à lire assis sur son tapis dans sa chambre et à ne rien dire de tout le week-end, soit avoir des petites phases très actives, et du coup, il fallait que je fasse du sport, quoi, pour me défouler. Et puis c'était un peu obligatoire, quoi, dans ma famille, il fallait faire un sport. Et à côté de ça, en fait, il y avait la possibilité de faire du théâtre dans le tout petit village où on était. Mes parents m'avaient demandé si c'était quelque chose qui pouvait m'intéresser, et puis j'avais eu envie d'aller essayer. Et en fait, juste ça m'éclatait, ça allait pas plus loin que ça. C'était une activité que j'aimais vraiment bien faire, de la même façon que je faisais du sport à côté. C'était la même chose. Et du coup, j'en ai fait quand on était dans le petit village où on habitait, donc au fin fond de la Savoie. Et après, quand on a déménagé vers Lyon, j'ai continué. Et du coup, j'en ai fait sur la scène nationale de Villefranche, Villefranche-sur-Saône,
Voilà, c'était un cours de théâtre pour adolescents et c'était très chouette et je m'éclatais. Et j'ai pu jouer du coup dans le théâtre de Villefranche-sur-Saône, qui est un théâtre national, donc c'est un grand théâtre avec balcon, avec 400 places et c'est incroyable quoi, quand t'es collégien de pouvoir jouer là-dedans. Mais après voilà, ça allait pas plus loin que ça à l'époque et c'est après quand je me suis remis à faire de la scène que là je me suis mis à m'identifier à des choses un peu plus grandes parce qu'en fait quand j'étais plus jeune, je faisais les choses juste parce que ça me plaisait et ça allait pas plus loin que ça. Et c'est en grandissant que quand on commence à se poser la question de qu'est-ce que je veux faire de ma vie, qu'on aspire un peu à des choses un peu plus grandes, un peu plus prétentieuses, bah là du coup je me suis mis à m'identifier à différentes personnes. Et ouais, quand je faisais de la scène et de l'éloquence, je m'identifiais principalement en général à des humoristes et surtout des humoristes qui étaient impertinents. C'était vraiment ce que je préférais et c'était un peu là où je voulais me placer aussi dans les concours d'éloquence. Donc principalement des Vincent Dedienne, des Guillermo Guise qui ouais, ont une forme d'humour un peu impertinente justement. J'aimais bien ces chroniqueurs qui arrivaient sur des radios et qui étaient capables, avec beaucoup de classe, de tacler les gens qu'ils avaient en face d'eux. Et donc voilà, moi c'est ce que j'aimais et c'est un peu aussi ce que j'aspirais à faire dans les concours d'éloquence. Et est-ce que tu veux parler un peu plus des thèmes que tu as abordés dans les concours d'éloquence et peut-être tes meilleurs souvenirs dans les concours, des différents concours auxquels tu as participé? Oui, bien sûr. En fait, je me rendais pas trop compte des thèmes que j'abordais jusqu'à ce qu'un jour, avec l'asso dans laquelle j'étais, avec laquelle on préparait justement des concours d'éloquence et tout ça, chaque semaine, on se donnait des consignes pour progresser. Au début, en fait, ça commençait par des consignes très simples de vous serez obligé de mettre un silence de 3 secondes dans votre discours. Et voilà, donc c'était avec des consignes comme ça au fur et à mesure qui étaient de plus en plus difficiles. Et une semaine, il y a eu une consigne qui était on va faire une consigne personnalisée sur chaque personne. Personne n'a le droit de faire un discours dans son propre style. Et donc sur chaque personne, on a dit, bon ok, on lui met quoi comme consigne, c'est quoi son style, comment on la sort de ça. Et moi j'avais eu comme consigne interdiction d'être charnel et interdiction de parler de moi. Ce qui du coup je pense donnait un bon résumé de ce que je faisais à l'époque dans mes discours, à savoir c'était vraiment un moyen d'expression pour exprimer tout mon mal-être sur plein de choses, mes problèmes, me mettre en scène dans 26 000 choses. Et en même temps, un des leviers comiques que j'aimais le plus utiliser, c'était tout ce qui était tendancieux. J'adorais me placer là-dessus, j'adorais essayer d'aller jouer du léger malaise qu'on peut instaurer avec les gens par des jeux de regard, par plein de choses. Donc je jouais beaucoup de ça et c'était les thèmes que j'utilisais le plus. Après, ouais, avec les concours d'éloquence, plus ils étaient formels, plus en fait ils m'ont un peu forcé à aller dans des thématiques un peu plus politiques, on va dire. Que ce soit quand j'ai fait par exemple le prix Mirabeau, qui est le concours d'éloquence entre tous les Sciences Po de France. Alors on a des sujets imposés, mais également en fait il y a des jurys plus ou moins prestigieux et le grand jeu qui est là-bas, c'est un peu tout le monde à qui aura le bon mot sur les invités, qui aura c'est rarement bien fait honnêtement, c'est souvent un peu lourd. Mais par contre, quand y en a qui arrivent à se placer de façon très juste, à justement ne pas être lourd, ce que j'ai essayé de faire et que j'espère avoir réussi, bah, il y avait moyen de faire des bonnes blagues sur le jury. Et je me souviens notamment la deuxième fois que j'ai été au prix Mirabeau, on avait Claude Barthelone qui a été président de l'Assemblée nationale. Et justement, j'avais un sujet qui était les rêves donnent du travail. Et on devait dire non, et heureusement, parce que je détestais ce que ce sujet disait. Et voilà, et on a réussi à caler des blagues sur ça. On a réussi à emmener là-dessus. Donc ouais, globalement, des sujets un peu plus politiques. Et puis quand j'ai fait Eloquentia aussi, les concours Eloquentia m'ont forcé à aller là-dessus parce que Eloquentia, c'est un concours qui, on va dire, est très a une vraie vocation sociétale par les discours qu'ils proposent. C'est-à-dire que c'est des concours qui ont été créés par Stéphane De Freitas, qui est un entrepreneur social qui a pour objectif il avait créé ça en Seine-Saint-Denis, de dire bah voilà, aujourd'hui les jeunes des quartiers défavorisés, ils sont beaucoup discriminés sur leur façon de parler. Avec ces concours, on va faire de la formation en plus des concours pour leur apprendre à avoir les codes pour parler comme on attend d'eux, pour obtenir un travail, pour réussir dans leurs études supérieures, etc. Et du coup, c'était de dire la prise de parole, c'est super, arriver sur scène, faire rire les gens, faire pleurer les gens, c'est super, mais qu'est-ce que t'en tires, qu'est-ce que ça apporte sociétalement à ce niveau-là? Et donc, il y a beaucoup de sujets où le but, c'est d'aller parler sur la tolérance, d'aller parler sur beaucoup de réflexions autour de ça. Et du coup, au fur et à mesure, je suis passé de faire des discours où juste je faisais des discours pour le plaisir d'en faire, pour l'exercice intellectuel un peu, et voilà, et puis parler de ma petite personne, et puis ça allait pas plus loin. Et au fur et à mesure que j'ai avancé dans ces concours, je me suis rendu compte que ce qu'on attendait de moi et ce qu'on me demandait, c'était de
me positionner sur des sujets un peu plus grands et de parler de tout ça, de me servir de ma vie en fait pour raconter des choses un peu plus grandes. Et du coup, c'est allé jusqu'à mon discours lors de la finale internationale à la Philharmonie, où j'avais comme sujet la solidarité est-elle un devoir? Ce qui est vraiment l'archétype du sujet que je n'aime pas dans les concours d'éloquence parce que c'est extrêmement sérieux et j'ai toujours été très effrayé de ça, très effrayé des sujets sérieux. J'avais toujours peur d'être soit ennuyeux, soit d'avoir un propos pas pertinent, Ça me faisait toujours très peur. Et là, du coup, sur ce discours, en fait, je m'en suis servi pour faire mon coming out sur ma bisexualité et de servir de sujet sur la tolérance et le fait que justement c'est un devoir en fait alors un devoir d'être tolérant évidemment, mais aussi un devoir de ne pas tolérer l'intolérance pour permettre à des personnes, alors je prenais mon cas sur du coup la bisexualité ou même plus largement l'homosexualité en règle générale, des personnes qui peuvent subir des discriminations à cause de ça, bah, en fait c'est notre devoir d'être tolérant avec ces personnes et surtout de protéger ces personnes face aux personnes intolérantes. Et donc en fait, mon chemin au niveau des concours d'éloquence a évolué je me suis juste mis à parler parce que c'était la seule chose qui me plaisait encore dans mes semaines type. C'est-à-dire que j'allais très mal quand j'ai commencé les concours d'éloquence. Et la seule chose qui me donnait un petit peu de joie dans mes semaines, c'était les 4 minutes où j'allais parler devant 10 personnes dans une salle de classe au fin fond de Sciences Po Grenoble. Jusqu'à parler à la Philharmonie et faire mon coming out sur ma bisexualité. Et en fait, je suis passé de parler de mes petits problèmes perso et de juste j'essaye de faire rire mes potes et je vais pas bien à en fait, je peux vraiment apporter du positif aux gens et je pense qu'il y a une très très belle intention derrière les concours Eloquentia. Je pense pas que ça change réellement le monde et que ça réduise les inégalités de créer ce genre de concours. Je pense qu'il y a quand même un truc très, on va dire, idéaliste dans la vision des concours, de se dire par un concours où une personne va gagner un concours d'éloquence, on va résoudre les inégalités sociales. Je pense pas, mais par contre, je pense on peut par contre apporter du positif et en fait si on accepte de juste je vais pas faire un discours qui va changer le monde, par contre je me dis qu'il fera peut-être du bien aux gens qui vont l'écouter et à partir de là bah du coup je me suis senti beaucoup mieux dans le fait d'essayer de dire des choses plus grandes dans mes discours et aujourd'hui encore en fait je reçois régulièrement des messages sur Instagram de gens de toute la francophonie. J'ai des gens de France, mais également de Belgique, des gens qui viennent des dom-toms, des gens notamment d'Afrique, de l'Afrique francophone, qui m'envoient beaucoup de messages pour dire qu'ils ont vu mon discours sur YouTube et que bah, ça leur a fait beaucoup de bien parce que j'ai beaucoup de personnes homosexuelles, bisexuelles, pansexuelles, enfin tout le spectre LGBTI+, qui se reconnaissent beaucoup dedans et qui ça fait du bien. J'ai des amis d'amis qui m'ont dit qu'ils s'étaient servis de ma vidéo pour faire leur coming out, donc ça m'a énormément touché. Et en fait, je vois juste que, bah en fait, en ayant parlé, en étant parti de cette chose extrêmement individuelle qui était juste, hey, moi ça va pas bien dans ma vie, la seule chose qui me plaît à peu près dans mes semaines, c'est de parler. J'ai transformé ça en un truc où il y a des gens qui écoutent ce que je dis, ce qui était déjà incroyable pour moi, et en plus ça leur fait du bien. Donc, ouais, les concours d'éloquence, pour moi, ça a été un gros tremplin. À la base, je voyais vraiment ça comme juste un truc de gens qui aiment bien porter des cravates et que les autres les écoutent. En fait je peux apporter quelque chose de positif et ouais je change pas le monde, par contre je fais peut-être du bien à 2-3 personnes, donc c'est tout bénef. Ouais, c'est une activité qui a vraiment du sens. Ouais, c'est ça vraiment. En fait j'ai retrouvé du sens dans ce que je faisais parce que je me sentais pas très bien dans mes études parce que c'était pas ce que je voulais faire de ma vie, ça avait pas trop de sens en fait et moi j'avais vraiment besoin de trouver un cadre d'études où je pouvais trouver une voie professionnelle dans laquelle j'allais vraiment m'épanouir. Parce que bah il y a beaucoup de gens qui qui aspirent à faire un métier qui est pas ce qui leur permet de s'épanouir à fond dans la vie, parce qu'à côté de ça ils ont plein d'autres choses qui les éclatent et je trouve ça très chouette. Moi j'ai toujours eu une vision un peu différente que beaucoup d'autres personnes ont, qui est je vais passer beaucoup d'heures de ma vie à bosser dans mon job professionnel. J'ai la chance d'avoir plutôt bien réussi dans mes études, d'avoir une famille qui m'a permis de bien réussir à ce niveau-là. Bah, du coup, je vais faire un job où je vais m'éclater dedans parce que si je bosse au moins 7 heures par jour, 5 jours par semaine sur quelque chose, j'ai envie que ce soit vraiment ce qui m'éclate. Et je trouvais pas ça à Sciences Po et je l'ai trouvé en fait par la scène, par l'écriture, par vraiment une voie artistique. Et à quel moment est-ce que tu te rappelles du moment où tu t'es fait ce cheminement en fait dans ta tête de je vais pas faire un métier forcément Sciences Po compatible comme on peut l'entendre au moment où on rentre à Sciences Po, mais je vais faire un métier artistique. Est-ce que tu te souviens de cette période où t'as pensé à ça? En fait, je me rendais compte j'explorais plein de choses sur les métiers
Sciences Po type, on va dire, et il n'y a rien qui me plaisait, rien ne m'éclatait dans tout ça, et donc je commençais un peu à avoir cette réalisation de il y a rien qui me va, il y a rien pour moi. Et en fait, avec les concours d'éloquence, c'était la seule chose qui me plaisait. Je me disais, allons creuser un peu là-dedans. Je sais pas trop. J'étais un peu pas trop sûr quoi à ce niveau-là. Et à ce moment-là, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Anaëlle Janin, dont je suis très proche depuis, et qui m'a fait me réaliser à moi-même. En fait, c'est la personne qui j'ai rencontré en fait cette personne à ce moment-là, et c'est une personne qui m'a dit mais t'es un artiste en fait, enfin et c'est vraiment le truc qu'elle a vu de moi, et c'est grâce à elle en fait que j'ai vu ça, et je me suis dit mais merde en fait, oui je suis vraiment un artiste et c'est vraiment ce qui m'anime, mais c'est vrai qu'il y a que quand je suis sur scène que je me sens trop bien, il y a que quand j'écris des trucs que je me sens trop bien, et c'est vraiment ce qui m'éclate. Et c'est extrêmement effrayant comme constat, parce que jusque-là ça faisait des années que j'étais exactement dans ce que je pouvais rêver de mieux en termes de réussite de ma vie personnelle, on va dire. Enfin, j'ai grandi avec des parents qui m'ont fait comprendre que c'était vraiment par l'école qu'on pouvait faire ce qu'on voulait dans la vie. Et du coup, qui m'ont dit, il faut bien réussir à l'école. Si tu réussis bien à l'école, tu pourras faire ce que tu veux derrière. Et tu feras ce que tu veux dans la vie du moment que tu t'éclates dans ce côté. Ma mère, elle m'a toujours dit, je m'en fous que tu veuilles devenir ingénieur ou pas, j'en ai rien à faire. Si tu fais un métier dans lequel tu t'éclates, c'est super chouette. Et qu'importe ce qu'est le métier, moi, je serais trop content pour toi. Mais juste, du coup, il faut bien réussir à l'école pour avoir le choix derrière. Comme ça, tu peux choisir ce que tu veux faire. Et j'ai eu énormément de chance, du coup, d'avoir des parents qui me poussaient sur ça. Et en plus de ça, j'avais des facilités scolaires. Et j'ai obtenu mon bac, du coup, avec 2 années d'avance. Et je suis rentré à Sciences Po Grenoble. Enfin, j'étais littéralement dans ce que depuis jeune je me disais, si tu réussis à l'école, tu feras ce que tu veux de ta vie et donc ça ira bien. C'est exactement ce qui s'est passé, tout réussissait et d'un coup j'arrive et il n'y a rien qui me plaît, je sais pas ce que je veux faire de ma vie, et en fait je réalise que je suis une voie artistique, donc vraiment pas du tout ce que je m'imagine depuis très jeune, et c'est super effrayant. Et en fait, du coup, j'ai essayé de poursuivre à ce niveau-là, et je me suis dit, je vais pas arrêter mes études parce que c'est une énorme sécurité, c'est une énorme chance, et ça me déplaît pas quand même mes études. Je me sens bien, je me sentais bien à l'IEP de Grenoble. Les cours m'intéressaient quand même dans l'ensemble, même si c'est pas ce que je voulais faire comme boulot. Voilà. Donc je me suis dit quoi qu'il arrive, je continue là-dessus. Et puis je rassure aussi ma mère. Voilà, je finis mon diplôme, je serais très content de l'avoir. Et même si par exemple dans 15 ans je me dis en fait non, la voie artistique, je m'en fous, ça me plaît plus, je serais super content de l'avoir mon diplôme. Donc j'ai poursuivi là-dessus. Et à côté de ça, je me suis dit essayons de développer des projets, essayons de trouver si je veux faire du théâtre, si je veux écrire des romans, si je veux écrire d'autres choses. Voilà. Et du coup, je me suis mis à développer à côté. Et voilà, avec cette réalisation. Mais la réalisation, elle est vraiment venue de... J'ai essayé plein de choses de qu'est-ce que je veux devenir de ma vie, parce que depuis toujours, j'avais été un peu obsédé par ça, sur le fait que quand j'arriverai dans les études supérieures, c'est là que je déciderai ce que je veux faire. Et j'avais vraiment un peu toujours vécu dans le futur. J'avais vécu dans le futur. Je vivais dans la projection, quoi. Et je suis arrivé... au moment sur lequel je m'étais projeté depuis toute mon enfance, et j'ai testé des choses et ça n'a pas fonctionné, et il a fallu que quelqu'un me dise mais t'es un artiste, Mathis, tu vois, t'es un sorcier, Harry. C'était exactement ça, et du coup j'ai eu cette réalisation, et c'est vraiment ça qui m'a aidé. Mais ça s'est fait de la réalisation de plein d'échecs successifs qui sont arrivés à peu près au même moment, où je me suis pris plusieurs échecs en même temps. J'ai redoublé ma 2e année à Sciences Po Grenoble. Je me suis séparé de la personne avec qui j'étais à ce moment-là aussi. J'ai eu plein d'échecs. Du coup, je me suis rendu compte que la politique, ça m'intéressait pas, que monter ma boîte, ça m'intéressait pas, que mes études, c'était pas ce que je voulais faire. Donc tout ça qui arrivait à peu près au même moment, tout pris en même temps dans la gueule. Et j'ai fait waouh, qu'est-ce qu'il faut faire de ça? Et donc voilà, c'est des gros échecs qui sont arrivés, qui m'ont fait remettre en cause ce que je voulais faire de ma vie, plus une personne absolument géniale qui m'a dit moi je vois ça en toi. Je sais pas si tu vois la même chose, mais si jamais c'est le cas, fonce là-dessus. Voilà. Et quand à Sciences Po, tu rejoins l'association théâtre et plus seulement l'association éloquence, est-ce que tu y vas en te disant vraiment, là, c'est presque une formation professionnelle, ou est-ce que tu te dis que tu veux te rassurer sur le fait que ça te plaît? Est-ce que tu es sûr de toi au moment où tu rejoins cet asso-là? Pas du tout, et je suis quelqu'un de très peu sûr en règle générale, qui doute énormément de moi. C'est-à-dire que je suis à la fois extrêmement ambitieux et extrêmement peu... Enfin, en fait, je suis à la fois très confiant dans mes choix de... Je vais faire ça, et je me pose toujours des objectifs très ambitieux, et j'essaye de m'y tenir énormément. Mais en même temps, je doute énormément de moi.
Et c'est justement le fait d'être entouré de personnes extrêmement bienveillantes et importantes, comme notamment Anaël, qui m'aide à aller là-dessus. Et du coup, quand je suis arrivé dans l'asso théâtre, je me suis juste dit, putain, j'adore la scène. Je vais me remettre au théâtre, en fait, je vais refaire de la scène. Et donc, j'y suis vraiment allé en retard, j'avais loupé les castings, j'avais envoyé un message et il m'avait dit bah c'était la semaine dernière pour passer les castings pour ça, et j'avais dit bon bah tant pis. Et puis en fait on m'avait envoyé un message en me disant il y a une personne qui s'est désistée sur tel rôle, est-ce que tu veux faire un essai? Et j'avais fait l'essai et puis voilà, j'avais été pris dessus. Moi j'y étais juste allé parce que ça m'éclatait de faire du théâtre et j'avais envie d'aller mieux, j'allais vraiment pas bien à ce moment-là. Et faire de la scène, c'était là où je me sentais le mieux, et donc j'ai fait ça vraiment dans cette optique-là, faire du théâtre, m'éclater dedans. Et puis on verra ensuite, vraiment, j'avais pas du tout cette optique formation professionnelle. Je me disais, si derrière, je me dis que c'est vraiment des études en théâtre que je veux faire, et ben je passerai les concours après pour tenter les conservatoires, pour tenter tout ça. Mais pour le moment, juste, je continue mes études et à côté, je fais du théâtre, j'essaye de monter mes projets. À ce moment-là, j'avais commencé à écrire une pièce de théâtre seule en scène pour jouer dedans. Au final, j'ai un peu laissé ce projet de côté, mais voilà, j'essayais de monter mes projets à côté sans me dire c'est ça que va être ma vie. Juste, je me disais, bah, j'ai aucune idée de ce que va être ma vie, mais je vais essayer de mettre le plus de cartes possible de mon côté, quoi. Oui. Et tu veux parler du rôle que tu avais dans cette pièce-là, peut-être, ce que ça t'a apporté, ce que tu ressentais d'être à nouveau sur scène? Ça m'a fait énormément de bien. C'était un tout petit rôle en plus parce que je jouais dans 12 hommes en colère et j'étais le juré numéro 6, qui est un juré qui parle très très peu de toute la pièce. Mais la chose extrêmement chouette dans 12 hommes en colère, c'est que c'est un huis clos où les 12 jurés sont en permanence sur scène. Et donc c'est très intense parce que tu es en permanence ton personnage sur scène et t'as pas du tout de moment pour souffler. Et c'est trop bien. C'est trop bien, cette pièce est absolument géniale. Alors, elle était adaptée en film en plus, mais c'est une pièce où, en gros, pour résumer très rapidement, il y a un procès pour un jeune homme qui visiblement a assassiné son père. Il y a un jury populaire de 12 hommes qui doivent décider s'il est coupable ou non. S'il est coupable, il l'envoie à la chaise électrique. Et s'il décide qu'il n'est pas coupable, bah, il est innocenté, ou alors il y a un nouveau procès qui sera relancé. Mais il faut que les 12 jurés votent à l'unanimité. Et la pièce s'ouvre sur les 12 jurés qui arrivent. Le procès est extrêmement clair, le gamin n'a rien pour se défendre, il y a plusieurs témoins oculaires qui l'ont vu faire et tout ça, tous les jurés sont sûrs, la pièce s'ouvre sur les 12 jurés, il y en a 11 qui disent il est coupable, il faut le faire exécuter, et il y en a un qui dit j'ai un doute. Et la pièce s'ouvre sur ça, et c'est un huis clos avec du coup ces 12 jurés qui discutent de la culpabilité de ce jeune homme de 16 ans. Et donc c'est super bien de jouer avec autant de personnes différentes, de jouer un huis clos où on est en permanence sur scène. Et surtout, moi j'ai repris la scène et j'étais juste trop content en fait. J'étais trop content d'aller à des séances de répète, d'aller refaire des répétitions où on commence avec ces trucs super clichés du théâtre, alors on va marcher dans l'espace. Et tous ces exercices-là, moi ça m'a fait énormément de bien. Et ouais, c'est un des trucs qui a fait que j'ai commencé à aller bien à nouveau à ce moment-là, c'était de reprendre le théâtre. Et à ce moment-là, tu te voyais repasser à la mise en scène aussi, à la direction d'acteur ou pas? Pas trop, je pense, à ce moment-là, notamment parce que ouais, j'étais encore loin d'imaginer que je pouvais peut-être aller à ce point dans quelque chose de type cinéma. J'étais vraiment dans une optique très théâtre parce que j'adorais écrire et j'adorais jouer. Et donc je me disais, j'ai envie d'écrire des histoires, mais je me sentais aucune légitimité à les mettre en scène parce que ça faisait des années que j'avais pas refait de théâtre, que ma culture théâtrale était du coup assez limitée parce que ça fait plusieurs années où j'allais pas très souvent au théâtre. Donc non, je me sentais pas du tout là-dedans parce que, un, c'était une idée qui m'était pas venue en tête, et deux, en plus, je me sentais aucune légitimité là-dedans. Et c'est à quel moment que tu as commencé et dans quel processus tu t'es mis pour commencer à écrire mais déjà un seul en scène à la base, même si pour l'instant il est un peu en off, et pour écrire ensuite tes courts-métrages, tes différents projets, puis passer à la réalisation? Et en fait, moi j'avais un très gros problème avec l'écriture. C'est que je détestais ce que j'écrivais, et j'avais essayé beaucoup de fois dans ma vie d'écrire, et à chaque fois, systématiquement, au bout d'un certain temps à écrire, je supprimais tout. Et je trouvais ça extrêmement mauvais. Je ne voyais que les défauts qu'il y avait dedans. Et voilà. Je me disais, c'est dommage, j'ai très envie d'écrire, mais visiblement, c'est pas fait pour moi. Et puis, quand j'ai vu la possibilité de faire de l'éloquence, c'était de l'écriture orale.
Et donc, pour arriver sur scène, il y avait bien un moment où il fallait écrire quelque chose. Et comme j'adorais être sur scène, il fallait que je me force à écrire. Donc j'écrivais des choses, je voyais plein de défauts dedans, mais j'étais quelqu'un qui se sentait assez confiant à l'oral. En règle générale, j'ai toujours été assez à l'aise à l'oral. Et c'est ce qui m'a aidé à me lancer dans l'éloquence. Il y a beaucoup de gens qui se mettent dans l'éloquence parce qu'ils se sentent pas du tout bien à l'oral, mais ils ont des trucs à dire et du coup ils y vont. Moi c'était un peu l'inverse, je détestais écrire, c'était très compliqué, mais je me sentais à l'aise à l'oral. Donc j'arrivais avec mes textes, donc je voyais plein de défauts, vraiment, je voyais plein de défauts dedans. Mais je me disais, c'est pas grave, je vais compenser ça par mon jeu, je vais compenser ça par là où je vois un défaut, un problème de rythme dans le texte ou quoi, je vais compenser en disant de telle façon. Et en fait, au fur et à mesure que je faisais des concours d'éloquence, des ateliers d'éloquence et tout ça, un des retours que j'avais souvent, c'était ton point fort, c'était texte. Et notamment avec les concours Eloquentia, les concours Eloquentia, à chaque phase, les jurés nous font des retours très détaillés. Et un des gros retours que j'ai eu, c'est tes textes sont toujours très solides, tes textes sont toujours très bien. Et ça m'a donné beaucoup de confiance en fait sur ce que j'écrivais. Et je crois que j'avais un peu besoin de ça parce que je n'osais rien écrire, quoi. Je supprimais tout. Et à partir de là, je me suis dit peut-être que je peux écrire en fait parce que je croyais que mon gros point fort c'était mon aisance à l'oral. Et en fait, visiblement non. Un de mes points forts c'est ce que j'écris. Et donc je me suis mis à écrire comme ça et j'ai écrit d'abord une nouvelle pour le prix du jeune écrivain, qui est un concours dans toute la francophonie, tout jeune écrivain qui n'a jamais été publié peut envoyer une nouvelle. Le sujet est libre, il y a juste le format, le nombre de pages, enfin voilà. Et j'avais envoyé en me disant, ça me ferait un bon exercice. C'est une bouteille à la mer parce que je sais qu'il y en a plusieurs milliers qui envoient chaque année, il y en a 20 qui sont sélectionnés. C'est une bouteille à la mer, mais surtout, je sais que toutes les nouvelles qui sont envoyées reçoivent un retour d'un éditeur qui leur dit ce qui est bien, ce qui est pas bien. Je me suis dit c'est génial, c'est un moment à partir duquel je me suis mis à candidater à toutes les choses où je pouvais obtenir des retours. Donc j'ai envoyé à ça, puis ça prend des mois quoi, avant d'avoir des retours, donc je me suis pas trop posé la question. Et un jour, plusieurs mois plus tard, j'ai eu un retour comme quoi j'étais dans les 30 finalistes sur les 2000 et que j'étais dans les finalistes et que si j'étais sélectionné, je serais dans ceux qui étaient publiés dans le recueil. Quelques semaines plus tard, j'ai appris que j'étais pas publié, j'étais pas dans le recueil, j'étais finaliste seulement. Mais en fait, j'étais déjà tellement content parce que vraiment, j'envoyais une bouteille à la mer. J'espérais jamais être pris là-dedans. Moi, je voulais juste la fiche de retour. Puis j'ai eu la fiche de retour qui était très élogieuse, ça faisait extrêmement plaisir. Et en fait, voilà, j'ai eu toutes ces confirmations qui m'ont dit écris, Mathis, t'as peut-être des trucs à dire. Et en tout cas, visiblement, c'est pas aussi mauvais que ce que tu penses. Donc vas-y, écris. En plus, toi, ça te fait du bien. Et du coup, c'est comme ça que je me suis mis à écrire. Et c'est comme ça que je me suis mis du coup à écrire pour la scène, en plus du fait d'écrire pour les concours d'éloquence. Que je me suis mis à écrire un peu du coup des nouvelles à côté, essayer d'écrire un roman. Et pareil, ça fait partie de ces projets qui sont un peu morts à côté, mais j'écrivais quoi. Et je me suis remis à avoir des routines où j'écrivais régulièrement. Régulièrement. Mes façons de travailler sont extrêmement erratiques, mais dans l'ensemble, l'écriture est un truc qui est vraiment rentré dans ma vie et j'écris. Et puis du coup, j'écrivais pour le théâtre, j'écrivais pour la scène, j'écrivais pour juste être devant des gens et raconter des trucs. Et il y a le Covid qui est arrivé, et je me suis dit merde, je vais pas pouvoir parler devant des gens pendant un bon bout de temps. Peut-être que je peux écrire pour l'écran, le cinéma, je sais pas, parce que je voyais ça comme quelque chose d'assez similaire à écrire pour le théâtre. Juste c'est filmé et je me disais là ça va être un peu plus, si je veux raconter des histoires, je pourrais beaucoup plus le faire comme ça que par le théâtre quoi. Et en fait pareil, j'ai vu un autre appel à projet. J'ai vraiment travaillé à fond par les appels à projet. Et puis s'il y a des gens qui n'osent pas écrire, qui savent pas dans quoi se lancer ou quoi, regardez les résidences, les concours, etc. dans les formats qui vous intéressent. Vous voulez écrire des nouvelles, regardez les concours de nouvelles. Vous voulez écrire pour le cinéma, regardez les résidences d'écriture de cinéma. Vous voulez écrire pour le théâtre, regardez les résidences d'écriture pour le cinéma, les concours pour le théâtre. Je pense que c'est le meilleur moyen parce que ça donne des consignes, ça donne des objectifs aussi avec des deadlines. C'est super important quand on écrit d'avoir des deadlines parce que sinon on passe sa vie à dire ouais j'ai un projet à écrire mais en fait il est toujours remis à plus tard et on est toujours en train de bosser dessus, on est toujours en train de... Et en fait on n'avance jamais vraiment parce qu'on se dit que ça pourrait être plus parfait. Et il y a une phrase qui est super importante, c'est better done than perfect. Il vaut mieux que ce soit fait que parfait. Et du coup, toutes ces deadlines m'ont forcé à écrire et je pense que ça fait beaucoup de bien à beaucoup de gens de suivre ça. Donc j'ai écrit pour un appel à projet du GREC, qui est une institution de production sur Grenoble, de production audiovisuelle, qui faisait un appel à projet de séries audiovisuelles de 5 fois 2 minutes. Donc j'ai écrit pour ça avec un ami.
Et puis j'ai pas été pris, mais j'ai écrit un scénario dont j'étais très content, que je suis en train de voir pour peut-être en faire un court-métrage là, mais ça m'a débloqué sur cette écriture-là. Et à partir de ça, du coup, je me suis dit, bah cool, je peux écrire pour le cinéma, ça peut être très chouette. Il y a un été qui est passé, je suis arrivé à Paris, puis j'ai parlé avec une amie qui s'appelle Ondine Polican, avec qui j'avais déjà un peu travaillé pour le théâtre et tout ça, et puis que je connaissais par les concours d'éloquence, avec qui on avait beaucoup travaillé et qui m'avait beaucoup coaché sur les concours d'éloquence, qui était une des personnes à qui je faisais systématiquement mes discours pour avoir des retours, notamment sur mon jeu, parce que c'est une super metteuse en scène. Et puis on se voit en septembre l'année dernière. Et puis je lui dis, bah on pourrait pas faire un 48 heures film project parce qu'on a envie d'écrire pour le cinéma ou quoi, mais on n'a aucune expérience, rien. Viens, on fait un truc comme ça pour se forcer à le faire et juste, on s'en fout, on le fait juste pour s'éclater quoi. Les 48 heures film project, c'est un événement qui a lieu chaque année un peu partout dans le monde, par ville. Il y a plein de villes qui le font partout dans le monde. En fait, on s'inscrit en équipe. Le vendredi, on a différentes contraintes qui tombent. Par exemple, nous, le premier qu'on a fait, on a eu comme contrainte, on devait faire une comédie noire. On a un personnage imposé, une ligne de dialogue imposée et un élément imposé. Nous, en l'occurrence, c'était un chèque, un personnage qui s'appelait je sais plus comment, mais qui était agent immobilier. Et il faut qu'on entende son nom dans le film. Et la ligne de dialogue imposée, c'est on n'a pas tous les jours 20 ans. Et en gros, ces 3 éléments imposés sont les mêmes pour toutes les équipes. Par contre, chaque équipe a un genre différent. Et donc, ça fait quelque chose de très, très contraignant. Et en fait, à partir de là, on a 48 heures pour faire un film qui fait entre 4 et 7 minutes. Donc, on a 48 heures pour l'écrire, le tourner et le monter. Autrement dit, on dort pas beaucoup sur ces 48 heures. Par contre, c'est super formateur et c'est génial. Moi, je connaissais personne dans ce milieu-là. Et du coup, on s'est dit ça, et 2 semaines après, c'était 2 semaines plus tard, le 48 heures film project. Et donc, en 2 semaines, on a monté une équipe en postant des messages sur nos Facebook respectifs et en disant on va faire un 48 heures film project, on aurait besoin d'un monteur, d'un ingé son, on aurait besoin de quelqu'un à la régie. On a découvert en fait pas mal des choses dont on avait besoin aussi pour tourner. On a récupéré des potes qui pouvaient filmer, qui avaient du matos aussi, parce qu'il fallait trouver le matos pour tourner, les gens avec qui on voulait écrire, des potes comédiens qui pouvaient être prêts en fonction de l'histoire qu'on avait pour qu'ils soient là. Donc voilà, on a préparé tout ça, on a tourné ce film, on s'est éclaté à faire ça. C'était la première fois que je réalisais un film et du coup qu'on a co-réalisé avec Ondine. Elle aussi, c'était la première fois qu'elle réalisait un film et c'était trop bien. Et ça nous a tellement éclaté que 2-3 jours après, quand on est dans la fameuse phase de dépression après un tournage, après avoir fini un film même plutôt, qui est une phase un peu inéluctable, j'ai l'impression, chaque fois qu'on prépare un film, et une fois que le film est fini, notre vie n'a plus de sens, n'a plus de raison d'être parce que ça faisait des jours, des semaines, voire des mois, voire des années, quand c'est dans le cadre de projets beaucoup plus gros, qu'on bossait pour délivrer ce projet, quoi, pour qu'il soit fini. Et une fois qu'il est fini, il n'y a plus aucune raison de se lever le matin, quoi. Et du coup, on était dans cette grosse phase de éclaté de fatigue, plus aucune raison de se lever le matin, et là, il faut retourner en cours, et là, la vie, elle est à nouveau très très normale, et c'est beaucoup moins bien. Et on s'est dit, viens, on refait ça dans 2 semaines. Il y a un autre 48 heures film project à Lyon. On refait ça. Et on a refait un, du coup, sur Lyon. Alors, je déconseille de faire ça à 2 semaines d'intervalle quand on a des cours en même temps. J'ai mis un semestre entier à me remettre niveau fatigue. C'était trop parce que ce qui se passe sur un 48 heures, c'est que, en tout cas, c'est l'organisation que nous, on avait choisie, mais le vendredi, à 18h, on a le sujet. On écrit le scénario jusqu'à ce qu'on ait le scénario fini, et là seulement on se couche. Donc le premier 48 heures film project, à 3h du matin on s'est couché, on avait le scénario. Le deuxième on s'est couché à 5h30, et le samedi on se lève pour 8h. De 8h à midi on organise tout le tournage, toute la planification et tout ça. Midi 30 on mange, et à midi 30 on est prêt à tourner, et on commence à tourner, et on tourne jusqu'à tard le soir. C'était 18h sur le premier, donc ça allait. On a fini le tournage à minuit sur le deuxième. Ce qui en soi allait pour un 48 heures film project. Il y en a qui finissent les tournages beaucoup plus tard, voire qui ont encore des trucs à tourner le dimanche matin, ce qui est vraiment l'enfer. Et après, à partir de là, en fait, on dort pas vraiment, on passe au montage. Alors l'avantage d'être 2 réalisateurs, c'est que du coup, on peut un peu alterner qui dort quand et qui est à côté du monteur. Et les monteurs et ceux qui sont à l'étalonnage, etc., dorment pas de la nuit et bossent durant toute cette nuit, puis toute la journée de dimanche, pour finir le film. Et vraiment, voilà, on dort très peu. Parce qu'on a du coup la nuit du vendredi au samedi, on dort de fin du scénario
au matin de tournage, on a une journée entière de tournage, puis une nuit de post-production, puis une journée de post-production. Donc on est éclaté de fatigue, mais bref, j'ai fait ces 2 projets, j'ai réalisé, je me suis rendu compte que ça m'éclatait, et en fait c'est par le fait de faire des projets successifs que je me suis rendu compte du fait que j'avais envie de faire de nouvelles choses, que en fait l'écriture ça me plaisait, mais réaliser des films aussi, diriger des acteurs et jouer dans mes films ça me plaisait aussi. Et ça combinait tout ça, et en fait aujourd'hui j'ai toujours autant envie de faire de la scène, j'ai toujours autant envie de faire du stand-up, j'ai toujours autant envie d'écrire pour le théâtre, mais j'ai aussi très envie d'écrire pour le cinéma, ce que je fais, d'écrire des projets de séries, ce que je fais, de réaliser, de scénariser, de jouer dans ce que j'écris, et d'essayer de faire produire tout ça à côté. Et du coup je mène tous ces projets de front, et je suis moins dans une optique de me dire je veux travailler en tant que réalisateur donc je vais faire ça, mais plus j'ai envie de raconter cette histoire, je vais me démerder pour la raconter. Et est-ce que je peux la raconter moi ? Oui. Avec l'aide de qui, comment, pourquoi, et je vois en fonction de ça, mais c'est vraiment mes projets qui mènent un peu là où je vais. Et est-ce que tu peux nous parler du film que tu as réalisé récemment, donc il me semble que c'est ton dernier court-métrage, En attendant la vie. C'est ça. Peut-être comment l'idée est venue aussi, du départ de l'idée jusqu'à la livraison du film. Oui, bien sûr. Alors du coup, en mars dernier, j'ai réalisé ce film qui s'appelle En attendant la vie, qui est un court-métrage de un peu moins de 4 minutes. Et en fait, en début janvier dernier, je me suis dit, il n'est pas encore trop tard pour faire un film pour le Nikon. Le Nikon Film Festival, qui est un concours qui a lieu chaque année de courts-métrages qui font entre 120 et 140 secondes, donc 2 minutes, 2 minutes 20. C'est un super gros concours francophone de réalisation de films. Et je me suis dit, c'est pas trop tard en fait pour envoyer un projet. En plus, il venait d'étendre la deadline à cause de la situation Covid. Go sur ça. Et le thème, c'était un jeu. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à raconter autour de ça ? Et je cherchais, je me creusais la tête, et je trouvais pas trop. Et puis j'avais cette idée qui revenait régulièrement, qui était une idée que j'avais mis il y a très 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 longtemps dans mes notes de téléphone. Et puis je cherchais, ça venait pas, mais j'avais cette idée qui se développait, et puis j'ai écrit un peu sur ça en me disant c'est pas grave, cette idée elle a pas de rapport avec un jeu, mais je vais trouver un moyen de raccrocher le thème et puis ça ira bien. Au final, c'était aussi une période où je me suis mis à aller très mal à ce moment-là. Il y avait d'autres choses que j'avais pas soignées chez moi et qu'il fallait que je guérisse. Ça allait pas trop. Et du coup, ça a beaucoup alimenté ce film qui parle de dépression notamment. Et puis, j'ai cherché, j'arrivais pas à le faire pour le Nikon. J'avais pas l'énergie nécessaire, j'allais pas bien. Et puis, ça rentrait pas trop dans le format Nikon, ça rentrait pas dans le thème un jeu, j'y arrivais pas, quoi. Donc, vraiment un gros blocage, comme ça arrive très régulièrement quand on écrit. Mais j'écris cette histoire à côté, voilà, je laisse tomber, je le ferai pas pour le Nikon, j'avais trop de choses en même temps, de toute façon, c'était trop compliqué. Je laisse tomber. Donc voilà, la deadline du Nikon qui était début février passe. Voilà, je le fais pas, bon, c'est pas grave. Et puis j'ai cette histoire qui reste là et je me dis, ce serait bien de la raconter quand même, parce que j'attendais un peu une raison d'avoir à le faire. Parce que j'avais toujours fait des projets pour un concours, pour un appel à projet, pour une résidence, je faisais vraiment mes projets pour ça, quoi. Et là, j'avais vraiment aucune raison factuellement de le faire. Il n'y avait pas un 48 heures film project, il n'y avait pas de... Et je me suis dit, ouais, mais j'ai envie de la raconter, cette histoire. Cette histoire, c'était l'histoire d'un jeune étudiant dépressif. Et de raconter le quotidien de ce jeune étudiant dépressif qui décide de mettre fin à ses jours et de raconter ça et la façon de parler de ça et de... En fait, j'avais envie de parler de dépression et de parler plutôt de ma dépression. Ce film est un peu aussi une façon de réaliser que ça faisait un peu de temps que j'étais dépressif et que je m'avouais pas trop ça à moi-même et que je traitais pas trop ça et que j'allais pas bien. Et du coup, j'avais besoin en fait de faire ce film pour m'avouer ça à moi-même et dire ok, j'ai peut-être ça à les guérir, et puis surtout j'avais l'impression d'aller beaucoup mieux parce que j'avais une phase où j'allais pas bien du tout, je m'étais pris plein d'échecs en même temps 2 ans avant, ce qui m'avait fait réaliser qu'en fait je voulais suivre une voie artistique et j'avais une grosse euphorie de en fait je veux faire quelque chose d'artistique, et puis en fait j'avais plein de choses qui avaient réussi dans l'artistique, j'avais eu de grosses réussites avec les concours d'éloquence, j'avais pu faire du théâtre, j'ai réussi à être pris dans le master que je voulais à Sciences Po Paris où je pensais pas avoir une seule chance parce que j'avais un profil artistique qui leur plaisait. J'avais plein de réussites à ce niveau-là et en fait du coup c'était venu un peu masquer le problème de fond que j'avais pas réglé
j'avais une dépression qui couvait parce que j'avais des gros soucis, des grosses angoisses existentielles que je réglais pas, et le Covid avait beaucoup accentué ça, beaucoup amplifié les angoisses. Enfin, ça allait pas du tout, et j'avais envie et je m'attendais à ce qu'avec le Covid, on voit énormément de projets fleurir qui racontent les étudiants qui vont mal, enfin vraiment un gros mal-être étudiant que je voyais partout, et je voyais très peu de projets de fiction à ce niveau-là. Et donc je me disais, en fait, il faut le faire, Mathis, il faut que tu te bouges, fais-le. Et donc, moins d'un mois après que la date du Nikon soit passée, je me suis dit, bah go, je fais ça. Voilà, j'ai été poussé notamment par mon entourage, les gens avec qui j'étais, et puis notamment, enfin voilà, différentes personnes avec qui j'étais qui m'ont poussé à le faire. Et du coup, début mars, je me suis dit, bah ok, go, je veux faire ce film, je veux le tourner le week-end du 21 mars. Pareil, parce qu'il faut se fixer une deadline, sinon on le fait pas, on repousse, on attend d'être davantage prêt, etc. Et je me suis dit, puis comme ça fera quelque chose à envoyer conjointement pour une résidence audiovisuelle à laquelle je voulais aller. Parce que toujours, Mathis a besoin de se projeter dans des appels à résidence, des concours ou quoi, pour avoir une deadline officielle, parce que sinon Mathis n'avance pas. Et puis ça fait parler Mathis de lui-même à la troisième personne, ce qui fait vraiment aucun sens. Et du coup, donc je me suis lancé là-dedans. On a préparé la production de ce film, et c'était là une grosse galère. Parce que j'avais vu les choses en grand, parce que je voulais qu'on aille tourner sur un toit pour la scène finale, parce que je voulais une scène de danse, parce que je ne voulais pas jouer dans ce film. Ce qui était une première pour moi. Jusque-là, j'écrivais pour jouer, j'écrivais les rôles que je voulais jouer, j'écrivais les rôles que j'espérais qu'on me donne en casting et que je voyais pas passer. J'étais très frustré des castings que je faisais parce que j'étais pas du tout satisfait des rôles que ça me faisait jouer. Donc j'écrivais pour me donner des rôles et m'éclater en tant qu'acteur, quoi. Et là, j'avais écrit un rôle où je m'étais dit, en fait, il n'est pas pour moi. Notamment parce qu'à la base, je l'avais pas écrit sur un étudiant, je l'avais écrit sur un jeune précaire qui travaillait en tant que... Enfin, qui était issu de l'immigration récente et qui, du coup, travaillait en tant que livreur Uber Eats, Deliveroo, etc. Et en réécriture, en parlant avec différentes personnes qui avaient fait des retours, je me suis rendu compte qu'en fait, non, c'était pas ça qu'il fallait que je raconte, c'était vraiment un étudiant dépressif, pas un jeune précaire dépressif. Mais l'idée d'avoir toute la construction esthétique que j'avais faite autour, qui était notamment, il y avait une volonté de faire un film qui était très bleuté et avec des lumières bleutées sur une personne, du coup, une personne noire, pour avoir des lumières un peu similaires à ce qui est fait dans le film Moonlight, notamment, de mettre des lumières bleues sur des peaux noires et d'avoir le reste du film aussi qui était assez bleuté. J'avais fait toute ma construction de réalisation déjà avec cette idée-là. Puis quand j'avais changé ça sur me disant ce sera un étudiant, bah, je m'étais dit ce sera un étudiant noir et puis c'est un danseur. Donc deux choses que j'étais pas qui faisaient que quoi qu'il arrive, j'allais pas jouer dans ce film. Parce que je ne suis pas noir et je suis pas danseur du tout. Donc voilà, j'avais fait des castings le week-end d'avant et j'avais trouvé un acteur qui est danseur que je trouvais trop bien, qui avait vraiment une gueule. C'est un rôle qui est silencieux, donc il me fallait vraiment une gueule à l'écran, quoi. Quelqu'un qui est vraiment une tête où on se dit, wow, il y a quelque chose, quoi. Il est extrêmement beau, extrêmement cinématographique. Et puis, en fait, le matin même du tournage, l'acteur m'appelle pour me dire que malheureusement, il est qu'à contact. Super formateur, hein, on passe notre vie en production à s'adapter, à faire des choses et tout. Le souci, c'est quand c'est l'acteur principal d'un film où il y a vraiment un acteur, c'est très embêtant. Et du coup, le matin même, avec différents soucis, il y avait 2 lignes de métro qui avaient été coupées le jour même, qui fait qu'on avait tous du retard, c'était la merde. Je me dis, qu'est-ce que je fais, quoi? Que je vais pas annuler le tournage. Dans tous les comédiens que j'avais vu passer en casting, il n'y en avait pas un qui m'avait assez accroché, enfin, j'avais pas de choix numéro 2, et surtout, j'avais bossé dans la semaine qui précédait la chorégraphie dansée par le comédien. On avait travaillé ça ensemble, on avait développé, quoi. On avait vraiment répété, travaillé tout ça. Et du coup, je me dis, qu'est-ce que je fais? Et puis je me pose la question un peu et je me dis, c'est moi qui vais jouer dedans et on va se débrouiller. Je sais pas si je garderai la scène de danse à la fin parce que je suis pas danseur, mais on va adapter autrement, on va bosser l'esthétique du film autrement, on va faire différemment, quoi. Donc je tourne dedans, on fait ce film. C'est une grosse galère parce que j'avais prévu d'être en tant que réal. Et là, on est en retard, donc on a, bon, comme tout le tournage, hein, mais on est en retard, on a moins de temps. Je peux pas checker les plans qui sont faits, j'ai pas le temps, je m'en sors pas, j'avais pas prévu mon organisation comme ça. On tourne au fur et à mesure et c'est la galère. On a énormément de mal. Quand on arrive au montage, je me rends compte qu'il y a plein de plans que je pensais avoir en fait que j'ai pas parce qu'on a eu des galères. Et au final, on se débrouille à partir de ça. On a eu ce tournage en mode commando où c'était la galère. Au montage, on réécrit le film du coup.
Enfin, on dit toujours dans le cinéma, il y a 3 écritures. Quand on écrit le scénario, quand on le réalise et quand on le monte, bah là, c'était l'illustration de ça. On a vraiment écrit à partir de ce qu'on avait, quoi. Et on a fait un film totalement différent, vu qu'on ne pouvait pas avoir ce qu'on voulait esthétiquement, notamment en termes d'acteurs, de couleurs de lumière et tout. Finalement, on a fait un film en noir et blanc, on a trouvé une façon de le justifier aussi, hein, dans ce que ça racontait et tout ça. Mais voilà, on a dû réécrire plein de choses. C'était une galère pas possible à tous les niveaux. Jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je vois le film sous mes yeux, je pensais que ce film serait impossible, et je crois que c'est un truc très courant dans le cinéma quand on tourne des choses. Il y a toujours, tout semble assez impossible parce qu'il y a toujours plein de problèmes, et c'est vraiment résoudre des problèmes en permanence. Donc voilà, j'ai fait ça sur le mois de mars, la dernière semaine de mars notamment. J'ai fait tout le montage, la post-production. C'était super compliqué. J'ai été entouré de gens extrêmement talentueux et dévoués et qui ont fait des choses géniales, que ce soit au niveau des équipes du montage, les gens qui m'ont aidé à tourner le jour même où c'était une galère pas possible à tous les niveaux, et les gens ont été incroyables avec moi. J'ai vraiment eu une super équipe. Le montage était génial, la musique est géniale. Elle a été composée exprès par un artiste qui s'appelle C.J. Champollion, qui est absolument génial. Donc voilà, je suis très content au final du produit final. Mais ça a été vraiment dur. J'ai vraiment mis tout ce que j'avais dedans. J'ai mis ma sueur, j'ai mis mes tripes. Aussi bien dans ce que ça raconte que dans la façon dont ça a été fait, et la façon dont ce film a été fait est au final très dans la veine de ce que ce film raconte, à savoir c'est des étudiants qui galèrent, qui essayent de tenir un propos politique, mais également un propos juste de c'est ça la dépression, et aussi il y a une jeunesse qui va mal, et on avait envie de l'exprimer, et j'étais entouré de gens aussi dans l'équipe qui comprenaient beaucoup ça. Après avoir parlé de ces projets-là, toi, si tu te devais donner la plus grande richesse de ce métier-là, alors de ces métiers-là, parce que ce soit le scénario, l'acting ou la réalisation, pour toi, quelle est là où les plus grandes richesses d'évoluer dans ce domaine-là? Moi, j'en vois 2 qui viennent tout de suite. La première, c'est que ça permet de pas s'ennuyer. Je suis quelqu'un qui s'ennuie extrêmement vite, extrêmement fort, et qui supporte très mal ça. En même temps, c'est quelque chose qui est assez courant. Je connais pas beaucoup de gens qui disent moi j'adore m'ennuyer, mais je supporte extrêmement mal l'ennui, et j'ai des gros soucis d'attention à cause de ça, parce que dès que quelque chose m'ennuie un tout petit peu, voilà, c'est très très compliqué, et c'est des métiers dans lesquels on s'ennuie pas, parce que on va raconter des choses profondément importantes pour nous, et c'est très très intense. Et 2, il y a énormément, dans le processus également, c'est très intense. Il y a énormément de choses différentes, et quand on fait un court-métrage, on passe notre temps à résoudre des problèmes, comme je disais tout à l'heure, et on passe notre temps à résoudre des problèmes dans 26 000 domaines différents. Réaliser un court-métrage qu'on a écrit, c'est passer du temps à écrire ce court-métrage, à faire des recherches, à faire tout le travail pour savoir comment est-ce qu'on va le mettre en scène, comment est-ce qu'on va le réaliser esthétiquement, au niveau du son, au niveau du décor, au niveau de plein de choses différentes. On est vraiment un chef d'orchestre de plein de domaines différents. On travaille avec des gens extrêmement talentueux, extrêmement pointus dans ce qu'ils font à leur domaine. On apprend plein de choses sur la vidéo, sur le son, sur la lumière, il y a plein de choses à gérer. On gère la régie, la régie, c'est ce qu'on va manger le midi, comment est-ce que les gens arrivent sur le lieu du tournage, etc. On gère le montage, on gère l'étalonnage du son, on gère la musique, on gère énormément de choses. C'est super intense, c'est super diversifié. Et l'autre chose que je vois, pour moi, il y a vraiment du sens. C'est-à-dire qu'on fait tout ça pour une raison. En l'occurrence, moi, je fais ça parce que ça me permet de m'exprimer, et visiblement, ça touche des gens. En tout cas, quand j'y arrive, ça touche des gens. Et c'est une vraie raison d'être. Pour moi, la réalité justifie la fiction. J'adore la fiction. Alors, je trouve ça absolument génial aussi, hein, les gens qui font du documentaire. Moi, mon truc, c'est vraiment la fiction, et pour moi, il y a une vraie raison d'être de la fiction. Il y a un vrai besoin d'avoir des récits et de raconter des choses pour toucher les gens, pour raconter des aspects du réel, pour réfléchir sur beaucoup de ces choses-là. Et donc, c'est vraiment, ça apporte du sens. Et c'est un truc que je trouvais pas quand je m'étais engagé en politique, quand j'essayais de monter ma boîte, quand j'essayais de trouver juste un métier Sciences Po type. Et je trouve que la vraie richesse de ces métiers artistiques, c'est que voilà, on s'ennuie peu. Il y a beaucoup de moments où c'est très difficile, hein. C'est pas vrai du tout. Fais quelque chose qui te passionne, fais un travail qui te passionne et tu travailleras jamais un jour de ta vie. C'est très faux. Tu travailleras énormément et tu auras énormément de mal à voir la limite entre ton travail et ton temps perso, et c'est très compliqué, surtout quand on est auteur. On a toujours une partie de notre cerveau qui réfléchit et qui bosse à côté. Par contre, c'est extrêmement diversifié et on s'ennuie peu. Il y a des choses chiantes à faire par moment, mais
elles sont là pour une raison et il y a du sens. Et du coup, on s'ennuie peu. Et quand on s'ennuie pas, le sens qu'on donne à ce qu'on fait vient compenser ça. Et si tu devais parler, toi, aujourd'hui, à l'enfant que tu étais, avec toute l'expérience que tu as acquis maintenant dans le secteur, dans les différentes activités artistiques, qu'est-ce que tu te dirais? Qu'est-ce que tu te conseillerais peut-être? C'est compliqué parce que, étant enfant, je vivais vraiment en me projetant dans le futur parce qu'avec le recul, en fait, je crois que j'étais pas très bien, notamment dans le milieu scolaire où j'ai subi beaucoup de harcèlement quand j'étais plus jeune. Et du coup, je vivais vraiment en me projetant dans le fait que plus tard, ça irait très bien et que je me projetais vraiment, je vivais dans le futur à ce niveau-là. Moi, si je devais parler à l'enfant que j'étais à l'époque, je dirais de pas arrêter le théâtre en arrivant au lycée, de vraiment continuer. Et hormis ça, je pense que je changerais pas grand-chose de ce que j'ai fait et je m'encouragerais surtout à écrire et à garder ce que j'écris, à pas supprimer ce que j'écris à chaque fois, parce que c'est essentiel en fait de garder tout ce qu'on écrit. Moi, je détestais ce que j'écrivais, donc je jetais tout, je supprimais tout quand c'était sur ordinateur. Je sais qu'on a énormément à faire ça. Il faut vraiment pas faire ça. C'est super dur, mais il faut tout garder. Gardez tout ce que vous écrivez, et du coup, je dirais ça au Mathis plus jeune, garde tout ce que t'écris, garde tout ce qui est merdique, tout ce qui vraiment, où il n'y a rien à sauver, garde tout, parce qu'en fait, on trouve toujours des choses à sauver, parce qu'en fait, ça aide à réfléchir sur d'autres choses derrière, parce que si on peut regarder et voir ce qu'on fait différemment, et ça, c'est super important, de voir ce qu'on a appris à faire différemment, ce qu'on fait mieux, ce qu'on peut faire moins bien aussi. Des fois, on régresse, et c'est important de s'en rendre compte. Donc, c'est important de garder tout ça, parce que derrière, on en fait toujours quelque chose, c'est toujours utile, et surtout... c'est normal de pas aimer ce qu'on fait. Je crois que c'est même plutôt sain, et moi je me méfie beaucoup des gens qui adorent ce qu'ils font. Je pense que c'est normal d'avoir un rapport un peu toxique à ce qu'on crée parce que on est très mal à l'aise, parce que c'est un bout de soi-même et en même temps c'est important. Enfin voilà, j'ai un rapport très très chagriné à l'écriture, donc voilà, le moi plus jeune, je lui dirais arrête pas le théâtre et ose écrire. T'as le droit d'écrire des choses qui sont pas forcément bien, t'as le droit de te planter et garde tout, c'est super important. Et si là, un enfant nous écoute et c'est des petits qui veut faire ça, qui veut écrire, qui veut réaliser, mais sauf qu'il est petit, il a pas de réseau, il sait pas ce qu'il doit faire, qu'est-ce que tu lui dirais de faire? Je lui dirais écris, parce qu'il n'y a pas besoin de réseau pour écrire, il y a juste besoin d'une feuille, d'un stylo ou d'un ordinateur. En plus, maintenant, avec Internet, il y a 26 000 vidéos partout sur YouTube pour apprendre à faire tout ce qu'on veut. Si on veut savoir comment formater un scénario, si on veut savoir qu'est-ce que c'est qu'une structure narrative, tout ça, on peut. Mais on peut aussi écrire sans connaître tout ça. Donc, écris, te pose pas la question. Et puis, pour réaliser, en fait, on peut toujours réaliser parce que... alors moi j'ai pas trop ce profil, mais je connais plein de gens qui veulent bosser là-dedans et qui depuis tout petit réalisent des trucs avec le caméscope de leurs parents, qui ont toujours filmé des trucs, qui se sont achetés des caméras dès qu'ils ont pu avec le budget qu'ils avaient à l'époque, et puis qui tournaient des trucs. Il n'y a pas besoin de réseau pour tourner. Moi quand j'ai voulu faire mon premier 48 heures, j'avais juste une amie avec qui on voulait réaliser et écrire, j'avais un autre ami avec qui j'écrivais, et j'avais un pote qui avait une caméra et qui est un super photographe. Et voilà, c'est à peu près ce qu'on avait. Et on s'est dit, on veut faire un film, il nous manque beaucoup de monde, on n'a pas de matos, on n'a rien. Et à partir de là, on a mis des messages sur nos réseaux sociaux. On a juste dit, cool, on veut faire un film, on n'a pas trop d'ambition, on n'espère pas gagner des prix ou quoi, juste on a envie de s'éclater, d'avoir fait un film à la fin des 48 heures et d'être content de ça. On cherche quelqu'un qui sait faire du montage, on cherche quelqu'un qui sait prendre du son, on cherche aussi du matos. Et en fait, par des amis d'amis, j'ai une pote qui a dit au lycée j'étais avec une personne qui aujourd'hui fait une formation pour la prise de son, qui peut être intéressée pour bosser sur un projet bénévolement. Parfait, et on a trouvé ce gars et il était adorable et on a bossé avec lui et c'était trop bien. Et en fait du coup qu'importe ton âge, qu'importe ton réseau, qu'importe où t'es actuellement, t'as envie de faire un film, le meilleur conseil que je peux te donner, je pense, c'est fais un film. Et ça semble très bête dit comme ça, mais tu veux faire un film, fais un film. Il n'y a rien qui t'empêche d'écrire un film, il n'y a rien qui t'empêche de le tourner. C'est difficile.
quoi qu'il arrive, ce sera difficile, mais en fait, c'est difficile maintenant que tu n'as absolument rien pour faire un film. Ce sera tout aussi difficile quand tu auras toutes les conditions parfaites pour le faire. Parce que même les gens qui sont actuellement dans un fauteuil pour réaliser des films et qui sont des réalisateurs très bien établis, avec des grosses productions derrière eux, qui ont le budget dont ils ont besoin, qui ont les acteurs dont ils ont besoin, qui ont toute la technique dont ils ont besoin, bah, ils en chient aussi, ils ont 26 000 problèmes en permanence, et c'est normal. C'est vraiment du bricolage, et c'est un des trucs que j'ai le plus appris. Le cinéma, c'est du bricolage en permanence, parce que en fait, on passe notre temps à décaler l'endroit où sont les micros, parce que sur telle prise, là, si on met le micro qu'on accroche à la ceinture derrière le micro-cravate, ça se voit pas, mais dès qu'on fait le contre-champ, en fait, ça se voit. Donc il faut le mettre à un autre endroit, et puis il faut bouger les lumières de telle façon, et puis en fait, chaque plan, on fait du bricolage, et en fait, même quand on crée le son derrière, c'est vraiment du bricolage. Quand on a voulu faire le bruit d'une personne qui passe par-dessus une balustrade, on a pris un micro, et puis on allait se mettre dans un couloir, et puis on a pris une veste, et on l'a fait tomber par terre 4 fois pour avoir le bon bruit de veste qui tombe. Et puis en fait, on fait 26 000 choses comme ça, c'est du bricolage tout le temps. Donc tu veux faire un film, fais un film. C'est ok de pas avoir le matériel pour, t'auras jamais le matériel, tu pourras toujours avoir du matériel mieux. C'est ok de pas avoir le réseau pour, t'auras toujours la possibilité d'avoir un réseau mieux que ça. Trouve juste des gens qui sont très passionnés, qui ont très envie de le faire, et fonce. On arrive sur la dernière question. Le nom du podcast, c'est Persévérer pour mieux rêver. Est-ce que tu peux juste peut-être conclure en nous disant ce que ça t'inspire, en quoi c'est important, et est-ce que tu te reconnais là-dedans ? Oui, clairement, parce que de toute façon, pour vouloir bosser dans ces milieux-là, il faut clairement être un rêveur, parce que c'est complètement irrationnel et presque irréaliste de vouloir gagner sa vie en étant un artiste ou en voulant raconter des histoires. C'est pas très compatible avec le modèle de société qu'on nous vend globalement. Donc il faut clairement rêver, et il y a personne qui nous donne cette place et qui nous donne la possibilité de le faire. Il faut aller la prendre, et il faut en fait juste moi j'ai appris et j'ai pu avoir une vraie possibilité de peut-être bosser là-dedans juste en faisant des projets en permanence et en me lançant, parce que ce projet était trop bien et je me suis éclaté à faire ce projet, et je l'ai beaucoup plus fait parce que ce projet m'éclatait que parce que ça allait m'apporter quelque chose derrière. Et donc il faut persévérer dans les choses qui nous passionnent, persévérer dans l'écriture, parce que c'est dur, c'est vraiment violent l'écriture, et il y a plein de choses mauvaises qui sortent quand on écrit, et on est obligé de demander des retours à des gens, et on se sent tout nu vraiment quand on est devant des gens, et on persévère et on demande les retours, et on a des retours qui sont négatifs et on a des retours qui sont positifs aussi, et on avance comme ça. L'écriture, c'est vraiment une histoire de souffrance, et on persévère et on avance là-dessus, et on crée des choses dont on est fier. Et les films et le théâtre et tout ça artistiquement, on se met dans plein de projets, on persévère et on continue et on n'arrête pas, et on a plein d'échecs. Il y en a plein des projets qui fonctionnent pas. J'ai un scénario, ça fait 6 mois que j'essaie de trouver un producteur dessus, j'ai reçu une 20aine de refus déjà, et je continue parce que je rêve de pouvoir faire ce film, et je pense vraiment qu'il y a moyen de le faire en le produisant. Pour le moment, j'ai eu que des refus. Je persévère, je continue d'envoyer des relances par mail, je continue d'envoyer le scénario. Je continue d'espérer parce que je rêve de faire ce film, et je continue de me bouger sur chacun de ces projets parce que je rêve de pouvoir faire ça toute ma vie. Et donc, je pense que pour se donner la possibilité de rêver, il faut persévérer, il faut pas s'arrêter. Merci beaucoup. Merci à toi. Cet épisode est terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à l'émission et à la suivre sur Instagram, Facebook et Twitter afin d'être informé de son actualité. Si vous écoutez ce podcast sur une plateforme proposant d'évaluer l'émission, lui attribuer la note maximale m'aidera à développer ce projet. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos proches, sur les réseaux, ou à échanger directement avec moi pour me faire part de vos commentaires. Merci pour votre bienveillance et à bientôt sur Persévérer pour mieux rêver.